Salut, c'est Froctalito. Pour entamer cette deuxième année de podcast, je vous emmène à la rencontre d'Ilan qui vit entre Saint-Étienne et son Brésil natal, qui fera l'objet d'une deuxième partie en ligne le 26 juillet. Aujourd'hui, on se concentre sur son arrivée dans l'Hexagone, d'abord à Sochaux puis à Saint-Étienne, son duo prolifique avec Frédéric Piquion, les hauts, les bas, son départ pour la Première Ligue et son retour en France après une expérience compliquée au Brésil. Dessous de verre, 13e numéro, premier épisode, c'est parti. Salut Ilan. Salut Franck. Merci d'avoir accepté l'invitation de Dessous de verre. Je t'ai sollicité par l'intermédiaire de Jérémy Janot qui m'a dit que tu aurais plein de choses intéressantes à nous raconter, que ce soit sur ton parcours personnel et puis sur le Brésil, ton pays natal. J'aimerais qu'on commence par prendre de tes nouvelles. Il me semble que tu as été un petit moment recruteur pour l'Est Saint-Étienne. Tu as été consultant aussi pour TL7, qui est la chaîne locale ici à Saint-Étienne. Qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Déjà, salut à tout le monde. Salut à Jérémy. Je pense qu'il ne va pas se tromper. En ce moment, je fais plein de choses. J'ai été consultant pour TL7, j'ai été consultant pour Canal pendant plus d'1 an. J'ai été à la salle de recrutement. C'est toujours quelque chose que j'aimerais y revenir, mais bon, c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de changements qui sont été effectués au sein du club et plusieurs fois. Donc ça complique les dossiers et ça complique d'avancer. Je reste toujours avec un pied dans le foot parce que c'est quelque chose que j'aime bien, mais je m'éclate en faisant d'autres choses, des petites rénovations, des choses comme ça, et j'ai toujours mes affaires au Brésil, donc tout va bien, la santé va bien, on est passé à travers toute cette pandémie aussi, moi et toute la famille, donc en avant. Alors justement, tu habites toujours près de Saint-Étienne. Qu'est-ce qui a fait que tu es venu t'installer ici alors que tu as fini ta carrière en Corse, où là aussi il y a un cadre de vie qui est très agréable? Très agréable, on a passé des très bons moments. Ma femme, elle voulait rester, et ma femme est d'ici. On avait un appartement ici, aux alentours de Saint-Étienne, et comme le marché du travail, on va dire, l'avenir en Corse, si on est en vacances, qu'on est rentier et qu'on n'a pas envie de faire grand-chose, c'est le meilleur endroit du monde. Mais si on a envie d'être bien actif et travailler, il faut bien sûr trouver quelque chose. Et ça reste restreint. Pourquoi ? Parce que c'est une île et parce que déjà au niveau du foot, il y en a 2 clubs, donc ça complique un peu les choses. Et aussi parce que, voilà, comme je disais, elle est de la région et on a décidé de revenir ici dans la région et se dire, bon, on va partir de là, on restera ici, basé ici et après ça, on verra ce qu'on fait. Toi, tu te sens bien dans cette région ? Oui, je me sens bien. On est habitué, j'ai mes filles qui sont aussi à l'école. Ça n'empêche pas que je fasse mes allers-retours au Brésil parce que voilà, il faut prendre des bols d'air du pays et des nouvelles de tout le monde là-bas. Donc j'ai fait mes allers-retours, mais pour l'instant, on est bien basé par là. Le Brésil, on va en parler dans la deuxième partie. Là, on va plus se concentrer sur ton parcours. Est-ce que tu te souviens dans quelles conditions tu arrives en Europe et plus précisément à Sochaux ? Déjà, est-ce que tu connaissais ce club ? Je ne les connaissais pas trop, Sochaux. Je savais que c'était un club qui avait une bonne histoire en Ligue 1 et qui était bien rattaché à Peugeot. Et c'est ça aussi qui m'a donné, pas envie, mais la confiance de venir. La personne qui m'a fait venir, c'était quelqu'un qui travaillait auprès de Sochaux. Et il est venu plusieurs fois me voir au Brésil, il m'a parlé, et aussi le fait d'être en Ligue 1, ça m'a attiré aussi, et je savais qu'il fallait que je trouve une porte. J'avais d'autres propositions, j'ai eu des propositions de Tottenham quand j'étais plus jeune, mais j'étais trop jeune, et je ne me sentais pas de venir en Europe à 16-17 ans. Donc j'ai dit, on va attendre et on verra quand ça se passe. Et j'avais des propositions d'autres clubs au Brésil qui étaient très importants aussi, mais je me suis dit, le chemin, à cette époque, aujourd'hui ça changeait un peu, à cette époque c'était passer par l'Europe, et je me suis pas trop posé de questions en fait. On a discuté le salaire, on a discuté l'année de contrat, et je dis, c'est quoi, c'est le moment où j'y vais, et j'ai foncé. Comment s'est passée ton arrivée ? Alors tu étais encore jeune, mais déjà un peu expérimenté, tu avais quoi, 23, 24 ans ? 23, exactement 23, ouais, j'étais déjà champion du Brésil, j'avais déjà fait des sélections, j'avais une bonne expérience, donc c'est pour ça aussi j'ai été plus mûr, on va dire, pour arriver et ne pas arriver en France et revenir en arrière en se disant je vais pas arriver à m'adapter parce qu'il y a ci, il y a ça. Donc je pense que le moment il était idéal et il était propice à cette adaptation assez vite. J'y suis arrivé à Sochaux
Et j'ai découvert qu'il y avait 18 000 habitants. Donc, c'était un choc au départ, parce que moi, je viens d'une ville qui est moyenne au Brésil, qui fait 2 millions d'habitants. Donc, il y a une bonne différence. Mais je pense, ce qui m'a aidé beaucoup, à part les gens qui sont à Sochaux, parce que les gens, ils sont vraiment gentils, et les gens du club, c'était Plessis, le président, lui et son fils Clément, que aujourd'hui il travaille à Strasbourg, ce sont des gens vraiment spectaculaires et qui m'ont accueilli vraiment comme de leur famille. Je me souviens d'avoir fait plusieurs barbecues chez eux le dimanche parce qu'il voilà, n'y avait rien à faire et j'étais là, je ne parlais pas encore français. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à parler. Eux, ils voulaient parler anglais avec moi. Et je disais, stop, tu me parles français tout le temps. Et au bout de 7-8 mois, j'ai parlé français. Donc ça m'a aidé énormément. Mais en revenant aussi, la gentillesse de toutes les gens. J'ai resté plusieurs mois dans un hôtel. Et j'ai fait des vrais amis jusqu'à aujourd'hui. On se rencontre une fois par an au minimum. Et c'est vraiment une région où les gens ils s'ouvrent. Ils sont froids au départ, mais quand ils s'ouvrent vraiment. Et je pense que cette adaptation, ça m'a aidé dans tous les parcours après. J'allais te poser la question de l'apprentissage du français, mais tu m'as devancé. Est-ce que tu es venu seul au départ ? Je suis venu seul, tout seul. J'ai mon papa qui est venu rester un mois avec moi pour découvrir et pour voir quelques matchs, mais j'ai débarqué tout seul. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, Skype, ça devait pas être aussi performant qu'aujourd'hui. Il y avait MSN, mais ça marchait mal. Ça coupait la connexion. C'était mon seul moyen de communication. Et aussi, bien sûr, le téléphone. Mais je me souviens, le téléphone, il n'y avait pas des plans comme aujourd'hui on a pour le Brésil, pour l'Afrique, et pour des pays un peu lointains. Et je dépensais des centaines d'euros en facture de téléphone. Mais bon, c'était le seul moyen de communication. Il y avait aussi le décalage horaire. Je pense que tu as dû vite découvrir la fraîcheur des nuits. Exactement. J'ai vécu 2 époques. Quand je suis arrivé en 2013, la canicule la plus forte qu'il y a eu en France, et à Sochaux, quand eux ils me disaient qu'il y avait 1 mètre de neige, je me suis dit c'est pas possible. C'est une blague parce qu'il faisait 40 degrés. Donc, il y a trop un écart. Et finalement, à l'année d'après, nous avons eu l'hiver le plus froid depuis 60 ans. Donc, il y avait plus d'entraînement, une certaine partie, parce qu'on n'arrivait plus à se déplacer. Et une anecdote, je me souviens, j'avais laissé ma voiture en haut et mon garage y descendait. J'ai dit, je vais les laisser en haut, comme ça, j'aurai pas le problème de monter. Sauf que la voiture, elle a glissé dans la pente et elle est rentrée dans le garage. Elle est rentrée un peu de travers, mais elle est rentrée quand même. Sauf qu'elle était couverte de neige. Et quand je sors, je regarde en haut et j'ai dit, elle est où ma voiture ? Et j'appelle les gens du club, je dis, je crois qu'ils ont volé ma voiture. Et tout. Ils disent, t'es sûr et tout, avec cette neige, ça va être compliqué. Et je commence à tourner la tête, je dis, non, attends, il y a un tas de neige, je pense que c'est ça. Et finalement, c'était la voiture, mais c'était vraiment, c'est quelque chose à raconter qui ça fait rire. Et ça s'est vraiment passé. Mon garage, il était succombé de neige et je voyais plus la voiture. Sur le terrain, ça s'est très vite bien passé pour toi. Je crois que c'est 16 buts la première année, 10 la deuxième. Comment tu expliques cette adaptation express ? Est-ce que c'est justement l'apprentissage de la langue que tu aies fait cet effort-là ? Je pense que ça aide beaucoup. Après, pendant les entraînements et dans le terrain, c'est le langage du foot. Donc, on n'a pas trop besoin de parler la même langue, on se comprend. Mais j'ai pris une époque où il y avait beaucoup de joueurs de talent. Et ça aide énormément. Et aussi un entraîneur qui était Guy Lacombe, qui était un technicien, on va dire, dans la manière où il traitait. Et il n'était pas très poli, on va dire. Pas dans le mauvais sens. Des fois, il était vraiment dans sa bulle. Et des fois, il ne nous disait même pas bonjour. Mais c'était sa façon. Mais comme professionnel, sur le terrain, c'était un excellent professionnel. Excellent. J'ai rarement travaillé avec des coachs avec beaucoup de qualité. Et je pense que l'envie de réussir aussi, j'étais tout seul. Il fallait que je m'engage à parler la langue. Je me suis engagé. Et il fallait que j'arrive à réussir sur le terrain le plus vite. Ça allait me mettre à l'aise. Et c'est ce qui s'est passé avec l'aide de tous ces joueurs qui étaient de grande qualité. Si on revient un peu sur 2013, il y avait plusieurs. Il y avait Orma, il y avait Jérémy Mathieu, il y avait Monsereau, il y avait Diawara. Sans citer d'autres, il y avait plein de joueurs de qualité qui aujourd'hui, on ne voit pas de partout dans tous les clubs. Et ça, c'est une grande aide. J'imagine qu'après 2 années comme ça, tu as forcément eu des sollicitations.
Qu'est-ce qui a fait que tu as penché pour Saint-Etienne, qui venait de remonter en Ligue 1, je crois, depuis 2 ans? Je connaissais même pas cette partie de l'histoire. J'ai entendu beaucoup de gens dire ouais, il y a eu Alex et Aloisio qui sont venus et tout. Et après, je me suis rendu compte qu'ils étaient en Ligue 2. Mais c'était le fait que le club, il me disait quelque chose déjà. Parce que quand je suis venu avec la sélection du Brésil pendant la Coupe des Confédérations, on était hébergés au centre à l'Etra. Et après, quand j'ai signé avec Saint-Etienne, je vais signer à l'Etra aussi. Et je me suis dit, mais je suis déjà venu là. Et après, on refait machine arrière, on se dit, mais je connais le lieu déjà. Et la personne qui m'aidait et qui était mon agent, il avait un bon contact avec Ayazo. Et surtout, il m'a raconté l'histoire, il m'a montré l'histoire du club. Et je me suis dit, voilà, il y a du monde. Les supporters, ils sont fanatiques. Il y a une bonne ambiance. Les stades ils sont pleins et ils sont en Ligue 1, on y va. C'est le plus grand vainqueur de championnat ici. On y va, il n'y a pas d'angoisse. Et donc je suis parti. Tu parlais d'Alex et Aloisio qui ont explosé ici quand toi tu étais déjà professionnel au Brésil. Oui. Tu les connaissais du coup? Oui, mais ils ont peut-être 10 ans de plus que moi. Donc on n'a pas joui. Quand je suis revenu au Brésil pendant les vacances, j'ai croisé Aloisio et on s'est parlé un peu. Mais bon, lui, il était plus en fin de carrière et moi, ça me restait quelques années encore. Donc, ce décalage d'âge, ça fait qu'on ne s'est pas rencontrés sur le terrain. D'accord, mais tu avais suivi ce qu'ils avaient pu faire ici? Oui, parce qu'après, ici, c'était un petit peu moins. Ce qui les médiatisait énormément, c'était quand ils sont passés au PSG. Par rapport à la Ligue 1 et Ligue 2, c'est juste ça. Mais ce qu'ils ont fait ici, c'était extraordinaire. Les gens, ils parlent d'eux dans certaines régions au Brésil jusqu'à aujourd'hui. Et je reviens sur ton arrivée ici. Comme à Sochaux, ça se passe tout de suite bien. Donc ça peut pas être une coïncidence. Notamment avec Frédéric Piquion, je crois que c'est 7 buts pour toi jusqu'à Noël, 6 pour lui. Comment tu expliques cette association qui a paru naturelle très vite? Ça, c'est quelque chose qu'on n'explique pas trop. On peut expliquer par rapport à la qualité de son jeu et par la mienne. On était complémentaires. Et c'est une des seules fois que ça m'est arrivé ça dans ma carrière, de trouver un partenaire où tu n'as pas besoin de faire d'efforts pour s'adapter à lui et vice-versa. C'était quelque chose qui s'est apparu tout de suite sur les entraînements déjà. C'était incroyable. Des fois, on faisait des 1-2 presque jusqu'au but et on marquait sur les entraînements. Donc, même pour les gens, on se disait, mais là, il y a une doublette qui va naître. Et malheureusement, j'étais très déçu quand elle est partie. Peut-être que tu as dans tes questions, donc je vais te laisser suivre. Mais je pense que c'est rarissime qu'il s'arrive ça. Mais moi, j'étais très content parce que c'était trop facile. C'était vraiment facile de jouer avec lui. J'allais évidemment te poser la question. Lui a donné encore récemment son point de vue sur cette période, le fait qu'il ait demandé à partir et qu'il ait finalement signé à Monaco. On a moins eu le tien. Comment toi tu as vécu de perdre ton compère d'attaque? C'était horrible. Franchement, c'est le mot. C'était horrible parce qu'on s'entendait super bien. Sur le terrain, ça marchait super bien. L'équipe, elle marchait bien. Donc, je me suis dit, mais c'est un cauchemar. J'arrive dans le club, tout marche bien. Je trouve un partenaire au top et quelqu'un qui pourrait, à mon avis, rester au club. Bien sûr, il avait un peu plus d'âge que moi, donc c'était de s'épanouir dans un autre club et aussi d'avoir une condition financière mieux qu'à Saint-Etienne. Mais je pense que la direction, elle a fait une erreur. Je ne sais pas si c'est la direction ou les gens qui étaient en place à cette époque, de le laisser partir. Parce que c'était quelqu'un qui s'identifiait aussi avec le club, qui avait des bons résultats et qui avait envie au fond de lui de rester. Parce que je pense que s'il aurait eu financièrement un peu ce qu'il voulait, il aurait resté avec quelqu'un qui c'était moi à l'occasion, qui on s'entendait très bien. L'attaque, il marchait très bien. On avait une très bonne équipe, de la qualité un peu dans tous les postes aussi. Mais ce sont des choses qui arrivent. Les gens de la direction ou du staff, des fois, voilà, on rate des choses. Mais c'était vraiment horrible et ça m'a blessé quelque part dans ma venue ici. On se dit, mais punaise, là, il faut que je recommence quelque chose avec quelqu'un d'autre. Heureusement qu'il y avait Baffé derrière et qu'on a pu faire une bonne doublette. Si on s'adaptait très vite, parce que c'est quelqu'un d'intelligent et généreux. Donc ça a comblé tout ça. Mais ça reste un petit goût de non fini avec Frédéric. Surtout quand on voit l'évolution du classement. Je crois que juste avant Noël, vous êtes
pas loin de la 3e place et puis vous terminez 11e avec une fin de saison un petit peu K1 et le coach Yvan Assec qui s'en va. Ça te laisse des regrets cette période? Ah oui, parce que ça a chamboulé tout le monde, c'est pas qui est moi. Ce départ de Frédéric, ça crée beaucoup de choses dans le vestiaire où il était très sain, mais voilà. Après, il y a des non-dits, de ci, de ça, des choses qui n'étaient pas vraies. Et finalement, ça a contaminé. Et c'est ça, moi, je trouve, où les dirigeants, il faut qu'ils soient intelligents. Et la cellule de recrutement, bref, ceux-là qui sont responsables de ça, ça va très vite de contaminer un vestiaire. Pour le rendre propre, c'est compliqué. Et pour le contaminer, ça va très vite. Et ça contamine n'importe quel vestiaire. Et après, voilà, c'était la saison. Elle était vraiment en demi-teinte. Et il fallait tout recommencer. Dans cette période difficile, il y a quand même eu une belle éclaircie. C'est ce fameux but au Parc des Princes dont j'imagine on te reparle très souvent. Oui. Justement, c'est un centre de Pascal Feindeno et Bafé Gomis qui te remet le ballon de la tête. Je te laisse raconter la suite. Ouais, c'est ça. On va jouer au parc et on était tous en pleine forme. Et on sentait qu'on était bien. On avait tous envie d'y être là-bas et jouer. Et quand je vois Pascal déborder, bon, alors j'ai dit j'attends un centre. Sauf que son centre, il va loin. Et quand il y a Gomis qui fait la remise, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais dans ma tête, je savais déjà ce que j'allais faire parce que j'avais un regard de travers en diagonale sur Landreau qui était, qui attendait pas trop puisque le ballon il était assez éloigné. Et quand il fait la remise, je vois que la remise elle n'est pas parfaite, elle n'est pas au sol parce qu'il ne pouvait pas la faire. Et je me suis dit, je vais la lever et je vais essayer. Parce qu'il n'y avait pas grand monde à côté de moi. C'était Sylvain Armand qui était le plus proche, mais qui est venu en courant. Et quand j'ai fait le retourner, il essaye de mettre la tête, mais il a peur et il met son épaule. Donc il va pas vraiment, il joue pas le jeu. Je lui dis, bon, il va pas siffler. Il peut pas siffler parce qu'il est loin. Et finalement, quand je me retourne, le ballon, il était... En fait, en tombant, je regarde le ballon déjà dans le filet et je dis, waouh. Mais l'intéressant de ça, c'est que pendant quelques semaines, et quelques mois, quand on faisait des oppositions, ok, on travaillait, mais à la fin de ça, on faisait des finitions. Et les finitions pour les attaquants, c'est garder un peu la créativité. Et c'est le moment d'y faire. Donc des fois, à la fin, on faisait des petits challenges. Les joueurs, ils s'entraient, nous, on mettait des volets, on mettait des bicyclettes. Et moi, j'arrivais à faire plusieurs pendant les entraînements et je dis un jour il faut que j'essaye dans un match. Et j'avais fait un pari cette saison avec la personne qui était mon agent à l'époque en se disant je vais marquer un but en bicyclette et tu vas payer un bon resto à Paris parce qu'il était sur Paris. Et finalement c'était ce jour-là et en plus comme il est de là-bas c'était l'endroit le mieux pour que ça puisse arriver. Et récemment, j'ai été même élu le meilleur but de tous les temps des Verts avec ce but-là et ça fait vraiment plaisir. Je voulais te demander si justement c'était un geste que tu aimais bien. Donc je ne sais pas si tu en as réussi au Brésil, mais tu en as mis au moins un avec Bastia après. Oui, j'en ai mis au Brésil aussi. Ouais, donc ça, et un très beau aussi, ça fait 3 et quelques volets je l'ai mis au Brésil, donc c'est pour ça c'était vraiment un geste de créativité où on se lâche avec ces entraînements de finition parce que des fois il y a des ballons qui sont compliqués à gérer et on ne peut pas mettre la tête, il vient trop haut, donc il faut inventer quelque chose et voilà, donc on se lâchait et ça arrivait. Et je me souviens d'avoir fait un très beau au Brésil, parce que j'ai fait un amorti de la poitrine vers le haut et j'ai mis une bicyclette, donc c'était le 3e, voilà. Pour toi, il faut quelle qualité pour réussir ce geste ? Moi, je pense qu'il faut déjà être créatif dans soi-même et il faut être un peu souple quand même parce qu'on sort plusieurs qui ont le fait et il y a plusieurs qui partent à gauche, à droite et quand on retombe, voilà, il faut... Mais bon, à ces âges, quand on est en pleine forme, il n'y a pas beaucoup de problèmes en tombant. Après, il faut avoir la vision et la notion d'espace où on est. Parce que celui-là contre Landreau c'était le plus dur, les autres ils étaient plus de face, mais donc voilà, c'est la vision périphérique qu'on dit qu'on utilise beaucoup et c'est là et c'est après la carrière qu'on se dit punaise, j'avais quand même une bonne vision pour voir le gardien et ça fait toujours plaisir de le revoir. Je fais un petit saut dans le temps.
La saison suivante, 2007-2008, n'a pas été beaucoup plus simple, mais elle s'est bien terminée avec cette qualification européenne. Et justement, toi, tu as été très performant en Ligue Europa. Est-ce que tu te rappelles de ces matchs Rosenborg, Valence, Olympiakos? Oui, c'était une saison merveilleuse pour moi parce que j'avais joué la Coupe d'Europe avec Sochaux 2 fois et c'était super. J'avais découvert cette compétition ici et c'est trop sympa de la jouer parce qu'en fait, on n'a pas de pression. On va jouer dans des endroits sympas autour du monde et les équipes, ils veulent jouer au foot. C'est-à-dire, on va jouer pour gagner. Des fois, on se rencontrait ici en France, et même aujourd'hui, avec des équipes qui savent que nous sommes plus forts techniquement, ou l'équipe est la meilleure, donc elle va se fermer et il n'y aura pas de jeu. On va se battre contre 11 joueurs qui vont essayer de défendre, et c'est horrible ça. Pour nous, les attaquants, c'est horrible parce qu'on n'a pas de ballon. Les joueurs, ils sont vraiment sur le marquage. Et des matchs de Coupe d'Europe, c'est pas comme ça. C'est vraiment ouvert, on joue. Et on joue pour gagner, on joue pour marquer, et on joue pour le spectacle. Et cette compétition, cette année-là, c'était merveilleux. J'ai pu marquer 7-8 buts, si je ne me trompe pas, et avec des grandes équipes. Et ça marque les gens, ça a passé au Brésil. Donc c'est un épanouissement total pour un joueur. C'était assez paradoxal, cette saison-là, ce qui s'est passé, parce que vous aviez un groupe qui, d'extérieur, paraissait très bien constitué, des jeunes d'avenir. Je pense à Dimitri Payet, à Blaise Matuidi, même à Bafé Gomis qui était encore tout jeune, des joueurs d'expérience dont tu commençais à faire partie. Et pourtant, autant ça a bien marché en Coupe d'Europe, autant en championnat, c'était très difficile. C'était difficile, on s'est sauvé avec un match contre Valenciennes à la dernière journée. On a gagné, si je ne me trompe pas, 3-1 ou 4-1. Mais il y a des explications pour ça. On savait que la Coupe d'Europe, c'était pas un bonus, mais on n'avait pas la pression. C'était bizarre parce que quand on allait jouer en Coupe d'Europe, toute la semaine, elle était cool. Quand on allait jouer avec une équipe, par exemple, comme la dernière, qui c'était Valenciennes, on avait une pression énorme. Pourquoi ? Parce que c'était la première fois qu'eux, ils vivaient ça aussi, cette période difficile, en se disant, si on perd, on peut être relégué. Donc, ça complique les choses. Il y avait beaucoup de jeunes joueurs. Mais je trouve que finalement, on s'en sort. Mais ils ont peut-être tiré beaucoup de leçons de cette phase, de cette période. Et sûr qu'ils ont utilisé plus tard ça. Mais c'est un ensemble. C'est un ensemble et c'est vraiment quelque chose dans la tête. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête et dans la tête de groupe dans un championnat. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Il y a des choses où on est plus faible et on ne sait pas. Et ça fait partie de cet état d'esprit. Toi, avec le recul, tu arrives à comprendre ce qui a pu se passer ? Oui, je comprends bien. C'est que voilà, on n'était pas tous soudés au départ et on commençait à enchaîner des mauvais matchs. Et quand c'est venu la Coupe d'Europe, c'est la vitrine pour tout le monde. Tout le monde veut jouer, tout le monde veut être bien, tout le monde veut être sur les lumières. Et on était solidaires sur cette compétition. Et quand on revenait aux entraînements et on devait jouer, je sais pas, 3, des équipes un peu moins expressives, on va dire, on se laissait aller un peu et on se mettait en difficulté. Et après, il fallait courir derrière. Mais ça, c'est un peu, voilà, c'était l'état d'esprit, c'était un peu la jeunesse, et ça fait partie des saisons de foot. C'est une situation que vous avez connue dès l'année suivante, et du coup, Christophe Galtier a fini par prendre les rênes de l'équipe, je crois que c'était au mois de décembre. Toi, tu es parti 1 mois plus tard. Est-ce que tu peux nous raconter la fin de ton aventure ici ? Il y a eu des changements, il y a eu des choses un peu lourdes qui sont passées au vestiaire, et à cette époque, je me souviens, j'étais le capitaine à la fin de cette non-relégation où on gagne. Et l'année d'après, il y a déjà une pression tout de suite au départ en se disant bon, il faut que cette saison soit bien. Mais je dis, mais c'est normal. Mais il fallait des pièces, il fallait d'autres joueurs. Il y a des joueurs de qualité qui sont partis. Et finalement, on n'a pas trop investi là-dedans en se disant on va faire venir des très bons joueurs et on va faire une belle équipe. Et donc il y avait une pression sur moi et sur les gens qui étaient là. Et on a commencé un peu pas bien. Et après, c'est Christophe qui a pris à Rennes, comme tu l'as dit. Perrin, il avait des conflits avec certains joueurs à l'intérieur. Donc ça contaminait un peu le vestiaire. Et ce sont des choses qui arrivent, mais c'est compliqué à vivre tous les jours aussi. Tu arrives pour t'entraîner et il y a une ambiance qui est pas très bonne. Donc on doit s'entraîner quand même, on doit gagner quand même, on doit être copain avec celui-là. Et entendre le coach qui a des problèmes et qui a des disputes presque tout le temps sur le vestiaire. Donc ça pèse. Et je me suis dit, c'est le moment de partir.
c'est le moment d'aller voir autre chose. Le mot, c'est que j'en avais un peu marre de ces quotidiens-là. J'ai dit, mais je viens ici, c'est pour m'entraîner, pour jouer en bonne humeur et en avant. Et c'était pas du tout ça. J'allais, pas avec la boule au ventre, mais j'allais pas avec un grand plaisir aux entraînements. J'ai dit, non, je peux pas faire ça au club. Il faut que je m'en aille. Il faut que je m'en aille. Et j'ai décidé de partir et laisser mes 6-7 mois de salaire qu'il y avait derrière. Et ça, personne ne peut me dire quoi que ce soit. Je n'ai jamais demandé quoi que ce soit. J'ai laissé 6-7 mois de salaire derrière et je suis parti. Par rapport aux quelques semaines durant lesquelles tu as travaillé avec lui, est-ce que tu aurais pensé que Christophe Galtier resterait aussi longtemps au club et qu'il l'amènerait aussi haut ? Comme il était pas mal de temps adjoint, il prenait les joueurs un peu sur son aile, parce que c'est comme ça que ça se passe. Quand on doit des fois dire quelque chose au coach, on passe par l'adjoint et lui il rapporte au coach. Lui il avait travaillé dans ce rôle-là et il savait qu'il pouvait continuer à faire un peu ça, mais en étant quand même plus décisif, parce que c'était lui qui décidait ce qu'il fallait faire. Et il avait un très bon regard et un très bon une relation avec les jeunes déjà. C'est ça sa force, c'est de créer un groupe assez facilement. Il est malin pour ça, mais c'est une bonne personne. Donc pour lui, c'était assez facile d'être bien avec tout le monde. Après, être exigeant, c'est autre chose, mais il était exigeant dans une manière familiale, on va dire, comme un père qui dit à un enfant fais pas ci, et il engueule un peu, mais après il vient, je t'explique pourquoi. Et donc ça marche, et jusqu'à aujourd'hui ça marche. Il sait très très bien travailler avec les jeunes, et les anciens, il les respecte. Tu es parti, toi, sans rancune ? Aucune, parce que je suis parti en Angleterre et j'ai fait presque un an là-bas, mais je pense que c'était une des meilleures expériences de foot de ma vie aussi. Donc sans aucun regret. Après, il y a toujours, une fois qu'on finit la carrière, en se disant, j'ai été contacté par le club pour prolonger. Et je n'ai pas accepté juste parce que c'était pas le moment. Je pense que si on aurait fait ça avant la fin de saison, j'aurais prolongé. Mais avec cette ambiance qui était pesante, j'ai dit non, c'est pas possible. Mais le regret, il faut regretter des choses qu'on ne le fait pas, je pense. Moi, je l'ai fait, j'ai fait des bonnes saisons ici, j'ai marqué un peu le club et j'ai une relation très bonne avec. Et je suis parti dans un autre championnat pour découvrir autre chose. Donc, pas de regret. C'était une vraie envie de ta part d'aller te frotter à cette première ligue ? Oui, parce que déjà, aujourd'hui, c'est un peu moins, on peut rentrer plus facilement, on va dire, mais c'était à cette époque, c'est pas très loin, mais c'était select, il fallait avoir été international, il fallait avoir le passeport, et aussi il fallait que les grands clubs, ils ont envie qu'on vienne. Donc j'avais trois, on va dire, critères déjà remplis, et cette première ligue, c'est incroyable parce que c'est un pays vraiment qui vit le foot. Il vit le foot, et les supporters, ils ont beaucoup de respect pour les joueurs, et c'est très simple. Et c'est ça qui m'a plu, c'est très simple le fonctionnement. C'est-à-dire qu'ici en France, on prend les joueurs pour des gamins, même s'ils ont 35 ans. Et ça, c'est pas bon. Mais c'est une question de culture ici. Dans la préparation, tu veux dire, des matchs, le quotidien ? Exactement, le quotidien. Si on arrive en retard 3 fois dans la semaine, on va peut-être prendre une petite amende si on est jeune et on est prometteur. En Angleterre, si on arrive une fois, tu prends une grosse amende et tu vas te faire engueuler par les joueurs. Donc tu ne vas pas faire la deuxième fois. Là-bas, il n'y en avait pas de mise au vert. On avait rendez-vous directement au stade. Ça n'a jamais arrivé. Quand j'étais là-bas, de quelqu'un arriver en retard. Pourquoi ? Parce que c'est une question d'être professionnel et d'être homme. On responsabilise des gens. Si on arrivait 10 minutes en retard, tu rentrais même pas. Tu montais et tu allais voir le match en haut. Le lundi d'après, c'était voilà, on s'entraîne, c'est fini. C'est ton problème. C'est le gars qui n'a pas joué, c'est lui qui n'a pas mis en lumière. Et il avait une amende quand même. Donc, et le fonctionnement de tous les jours aussi, entraînement à fond. Jamais à 2 à l'heure, toujours à fond. C'était moins de temps, mais beaucoup plus intense. Ce qui est fait sur le stade aujourd'hui, et en première ligue, c'est l'intensité. Et c'est ça. Quand je suis arrivé, je me faisais rouler dessus, parce qu'on a une autre intensité en France. Et au fur et à mesure, pendant les semaines, tu commences à te mettre dans le rythme, et c'est toi qui roule sur les autres. Et tu dis waouh,
Et là, tu te sens bien, tu te sens puissant, tu te dis, voilà, j'ai pris le rythme. Et au départ, on se dit, ça va à une vitesse. Et je dis, mais c'est quoi ce foot? On faisait des entraînements presque de 1 touche, tout le temps. Donc une touche, et il faut réfléchir beaucoup avant. Et finalement, c'est super plaisant, parce que pendant les matchs, ça va vite, c'est intense. Et cette ferveur des gens, où est-ce qu'on allait, on était bien reçus, même si on avait perdu. Je me souviens, la saison, elle n'était pas simple. On se sauve aussi, je marque des buts assez importants à la fin, mais on était très bien reçus. Ils s'en foutaient si on allait descendre ou pas. C'était, vous avez tout donné, on a vu sur le terrain, et ça suffisait. Après quelques mois à West Ham, tu es retourné au Brésil puis revenu en France. Mais concernant l'Angleterre, est-ce que tu aurais aimé prolonger un petit peu ton séjour là-bas? En fait, j'avais un an de plus, mais j'ai reçu une proposition d'un très grand club au Brésil qui jouait le mondial des clubs. Donc je me suis dit, j'avais 32, je me suis dit, tu peux pas refuser ça, tu reviens dans ton pays, tu vas jouer le mondial des clubs, voilà, tu fais encore 5 ans et voilà, c'est bon, c'est fini. Et finalement, je suis parti, mais ça c'est un regret de ne pas avoir resté encore un an. Je suis parti et finalement, ça s'est mal passé là-bas. Je me suis blessé au pied et le club il n'était pas du tout correct avec moi, chose que je ne pensais pas qu'il s'arrive dans mon pays. Et finalement, après je suis revenu en France de nouveau, mais ça c'est un regret de ne pas avoir dit, tu sais quoi, je vais rester encore un an parce que le club il voulait que j'y reste. West Ham, ils étaient vraiment contents, ils ont dit bah, tu restes et je me suis bien. Le dernier match, c'était contre Manchester City, il y avait Vieira, on se dit au revoir. Et dans le couloir, il y a un gars de l'administratif qui m'a dit « Tu restes ?» Et j'ai dit « Je ne sais pas encore. » Tu vois, parce que je savais déjà la proposition de l'autre club. Et il m'a dit, il fait une tête comme ça. « Alors, il faut que tu me dises. » Il dit bah, « Je t'appelle demain matin. » Il a dit « Ok. » Et finalement, je suis parti. Je l'ai dit au début de cet entretien, tu as donc fini ta carrière de joueur à Bastia, il y a 6 ans maintenant. Est-ce que c'était voulu? Est-ce que tu l'avais préparé ou ça s'est fait un petit peu comme ça? Ça s'est fait comme ça. Je n'ai pas préparé. Je suis pas quelqu'un qui prépare beaucoup les choses en avant, je vis plus l'instant présent et ça c'était, moi j'avais retourné juste après Bastia, j'avais retourné dans mon pays, j'avais une proposition de club où j'étais champion pour revenir, mais il y avait le problème de la famille. Ma femme elle était déjà venue quand je suis parti après à West Ham et il y a un rythme de vie qui est complètement différent quand on est joueur là-bas. Les matchs sont samedi, mercredi, samedi. Donc il y a 3 ou 2 matchs par semaine. Donc on voit vraiment pas beaucoup la famille. Et elle n'était pas trop autonome, on va dire. Là-bas, avec 2 millions d'habitants, en sortant de Saint-Étienne, c'était compliqué pour elle. Et finalement, j'aurais pu finir ma carrière où j'étais champion au Brésil. Et ce serait super. Mais j'ai fait un choix de famille. Parce qu'il fallait de nouveau ramener ma famille là-bas. En sachant que j'avais une petite de plus, donc 2 enfants. Et j'ai toujours cette image de quelque chose qui s'est passé pendant que j'étais au Brésil. C'est que j'étais au Brésil et ça se passait pas très bien. Et ma femme, elle est venue en France. Et on se croise au moment qu'elle arrive au Brésil. Et moi, je pars pour jouer. On se croise dans l'aéroport. Et ça faisait 3 mois que je ne voyais pas ma fille, la petite. Et elle me voit dans la poussette et elle ne me reconnaît pas. Elle a fait une tête, elle dit maman, et tu vois, elle recule un peu. C'était horrible pour un père, voir son enfant faire ça. Et je dis, tu sais quoi, plus jamais, 3 mois, 4 mois loin, c'est pas possible. Et finalement, cette période où je devais revenir, c'était vraiment faire de nouveau un trait sur la famille en se disant, je vais finir ma carrière là-bas et je reviendrai. Et finalement, je fais le choix de la famille. Compte tenu de cette fin, quel regard tu as quand tu te retournes sur ta carrière de joueur? Je pense que d'où je viens, tous les chemins que j'ai faits, parce qu'on a parlé beaucoup de la carrière pro, mais de la carrière où on commence avec 5-6 ans et qu'on voyage sans ses parents et qu'on va faire des compétitions et qu'on dort au sol avec des petits sacs de couchage déjà très très tôt. C'est très dur pour un enfant au départ. Après, bien sûr, ça nous fait du bien après, ça nous prépare pour l'après. Mais compte tenu de tout ça, toutes ces étapes, et le nombre de gamins qui en a et qui veulent jouer, ils veulent réussir, ils veulent gagner leur vie avec le foot,
On parle toujours de la Ligue 1, on parle toujours des grands championnats. Mais si on prend ça, c'est 2 ou 3% de tous les gens qui jouent au foot au monde, pro, on va dire. Si on mélange les amateurs, c'est encore moins. Donc, c'est une proportion immense. Donc, je pense que j'ai eu une part de chance comme tout le monde, mais la chance, il faut la provoquer. Donc, dès mes 5 ans, avec mon père, en frappant sur le grillage du portail de la maison, ma mère avec une tête comme ça, parce qu'il le brouille toute la journée, elle est en train de faire la couture pour arrondir les fins du mois. Je pense que ça va. Ça va, c'est très bien. J'ai pu rencontrer des gens extraordinaires et faire des amis et vivre des moments qui n'en a pas de prix. Faire des buts comme c'est passé à la bicyclette, ou ici plusieurs, n'importe lequel, sur le stade du Fort Guichard, voir tous ces gens qui sont là, contents pour toi, et qui le soir ils vont se dire allez, on va boire 2-3 bières parce qu'on a gagné, et ils sont les meilleurs. Ça, je pense qu'il y a que le sport qui peut faire ça. Merci à Ilan pour sa disponibilité et merci à vous d'avoir écouté cette première partie. Si elle vous a plu, merci de partager le podcast avec vos proches et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à lui mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, ça me sera très précieux. Pour prolonger la conversation, faire des remarques ou donner des idées de personnes à inviter, ça se passe sur la page Facebook ou les comptes Twitter et Instagram de Dessous de Verre. Écrivez-moi aussi à l'adresse dessous-de-verre@gmail.com et on se retrouve le 26 juillet pour la deuxième partie de l'entretien avec Ilan. Ciao!